Mais au fur et à mesure où on mettait en place ces outils, on se rendait compte qu'on gagnait du temps dans nos tâches que l'on continuait à facturer à nos clients. Et que plus on gagnait du temps et plus on devenait compétent dans la capacité à dire ces enjeux, effectivement, si je les vends à un client, si je lui fais une promesse, je suis capable de la tenir. Je me suis toujours engagé dans ce que j'ai fait. J'ai essayé d'aller toujours jusqu'au bout. Mais quand le mouvement il est terminé, on pose la question, est-ce que je vais encore dans la même direction ou est-ce que je change? De temps en temps, on change. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, depuis 25 ans, cette question pour l'entreprise, est-ce que je continue dans la même direction ou est-ce que je change? Je me la pose presque tous les jours. Eh bien, bienvenue Dominique dans ce petit podcast. Merci d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de partager des moments avec toi et puis de t'écouter. Tu as toujours des choses très intéressantes. C'est gentil, mais commence pas trop à me faire monter la pression. C'est pas l'objet. Hein. Non, on va rester très tranquille. Peut-être un peu pour se chauffer, tu peux nous dire un peu comment est-ce que tu es tombé dans l'informatique quand tu étais petit, peut-être, je ne sais pas. Alors, pas tout à fait. Pour comprendre un petit peu comment je suis tombé dans l'informatique, je vais te raconter un petit peu mes études et un petit peu choix, les erreurs que j'ai commis. Et comment de ces erreurs, j'en suis arrivé à ce que je suis aujourd'hui. Et tu vas comprendre à travers cette histoire où j'ai découvert l'informatique. Donc je vais te raconter ma vie un petit peu quelque part. C'est ce que je voulais avoir en fait. Alors le sujet, il a commencé par une histoire de famille. Je suis issu de générations d'Italiens qui ont émigré en France pour la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc dans ma famille, mes oncles, mes grands-parents... côté paternel, maternel, c'était tous des bâtisseurs, des gens du bâtiment qui étaient arrivés en France pour rebâtir après les bombardements, notamment sur Royan, en Charente-Maritime. Et donc, quand je suis, moi, allé à l'école, j'ai baigné toute mon enfance dans ce monde de l'entrepreneuriat, mais surtout dans ce monde de bâtisseurs. Et j'ai fait des études de génie civil. Rien à voir avec l'informatique jusque-là. Et pendant ces études de génie civil... à un moment donné, quand j'ai eu terminé mon cursus technique, je me suis retrouvé chef de chantier à faire de l'enrobé. Donc, tu sais, avec ces machines qui poussent du truc à 65 degrés, qui te fassent moins 2 ou plus 70 dehors. Et je me suis dit non, c'est pas du tout la vie que je veux avoir. Et donc, je suis retourné à l'école. Et donc, j'ai repris un cursus universitaire. Et dans ce cursus universitaire, qui était toujours orienté autour des métiers que je connaissais, la physique appliquée à l'énergie et au bâtiment, je me suis retrouvé dans un laboratoire de recherche qui travaillait sur la mécanique des fluides. Et à cette époque, on faisait de la modélisation de ces fameux flux pour comprendre comment ça marchait dans ce labo de recherche. Et donc, on était obligé de développer. Et on faisait du calcul en éléments finis. Et on travaillait sur des plateformes Next. Alors, pour rappel, Next, c'est le truc qu'avait inventé Steve Jobs. Ah oui, ce nom me disait quelque chose. Oui, c'était la période intermédiaire. Ouais. Avant qu'il revienne. Incroyable. Donc, c'est là qu'en réalité, j'ai commencé à me passionner pour l'informatique. Et donc, à la fin de mes études... Et je me suis dit, allez, maintenant, je veux faire une deuxième tentative. Et puis non. En fin de compte, c'était pas mon truc. Donc, du coup, j'ai passé les concours et je suis devenu prof. Et prof de physique appliquée. Et quand on est prof de physique, de résistance des matériaux, de topographie, puisque c'était celui du génie civil, on est aussi prof d'informatique. Et là, d'un seul coup, le truc qui m'avait passionné pendant mes études est devenu une partie de mon job. Et il fallait que je fasse découvrir la technologie, l'informatique à des étudiants, des élèves. Et très rapidement, c'était ma deuxième erreur. Je me suis rendu compte au bout de 8 ans que ce chemin dans l'éducation nationale, qui était une belle maison, une belle famille, une belle grande activité, j'en avais été un petit peu coupé par l'état de fait de la démocratisation des réseaux auprès des institutions, de ce besoin de trouver des ressources et des compétences parmi les collaborateurs et les personnels de l'éducation nationale. Et je me suis retrouvé sans élèves, à ne plus faire que de l'informatique. Et en ne faisant plus que de l'informatique dans une très grande maison, en fin de compte, mon sentiment d'être utile tous les jours, il s'est légèrement estompé avec le temps. Et c'est comme ça que, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que le matin, en me levant, j'ai vraiment envie de continuer à y aller? Et puis, à un moment donné, je me suis dit non. Donc, j'avais le choix.
où je restais fonctionnaire jusqu'à la fin de mes jours, en prenant mon mal en patience, où je décidais, comme je l'avais déjà fait 2 fois, de changer de voie. Et la voie qui m'intéressait, c'était celle qui m'avait passionné, qui était aussi l'activité que j'occupais dans l'éducation nationale avant mon arrêt, c'était l'informatique. Et c'est comme ça qu'en définitive, de quelque chose qui avait été occasionnel dans le cadre de mes études, qui avait été une partie de mon travail, est devenu mon travail à plein temps, en devenant entrepreneur et en créant la société Mayano Informatique. Donc en fait, tu étais professeur d'informatique, puis informaticien. C'est ça. Et après, entrepreneur dans l'informatique. Exactement. Et quand tu étais plus jeune, enfant Ah si, on jouait, mais c'était. Tu te souviens de ces fameuses machines dans lesquelles il fallait utiliser des bandes sur magnétocassette Oui, des cassettes et tout ça. Voilà. Bon, mais ça, c'était plutôt du loisir, du jeu occasionnel. Et je me souviens, même enfant, j'avais un de mes frères qui est beaucoup plus vieux que moi. Et lui, il m'avait filé une de ses vieilles machines. C'était un X86. Donc, même pas un 286. Oui. C'était un ordinateur portable IBM avec 2 lecteurs de cartes, un de chaque côté. Et donc, il m'avait initié à la programmation en DOS. Oh, c'était marrant. Mais voilà, c'était un peu plus tard. Un temps seulement. Non, l'informatique est vraiment venue quand j'ai compris quel était l'intérêt que pouvait représenter cette technologie dans mon quotidien. Et je crois que même encore aujourd'hui, je considère encore l'informatique comme un outil. Donc oui, c'est ma passion, mais pas pour l'outil, mais pour ce que ça permet de faire avec. Ce qu'on peut en faire. Ouais. Exactement. Les atouts, les avantages, les risques. Pour moi, c'est une super technologie d'assistance à l'humain. Et je l'ai vraiment découvert quand j'ai travaillé dans ce laboratoire de recherche et que il fallait qu'on se fasse des équations de Fourier à la main pour être Et quand, en fin de compte, cet outil avec lequel on pouvait avoir une super énorme calculatrice qui allait 10 millions de fois plus vite que n'importe quel calcul à la main, et qu'on était capable de lui demander de travailler sur un résultat qu'on attendait, je me suis dit, mais c'est une tuerie, ce truc. Oui, là, c'est le rapport de temps passé j'imagine, des centaines d'heures. C'est ça. Quelques minutes, peut-être. Quelques minutes, quelques secondes. Même si ça nécessitait de prendre beaucoup de temps avant, c'est toujours vrai aujourd'hui. La capacité à investir du temps avant pour en gagner après tout le temps. Oui, c'est ce côté un peu reproductible une ça. fois que c'est en place. Ouais. Et ce qui était paradoxal, c'est que dans les 2 expériences qui m'ont conduit à ce que je suis devenu d'un point de vue professionnel, ce qui était intéressant, c'est que les 2 compétences qui ont été les compétences principales de ces métiers que j'ai appris, aujourd'hui, je les ai réutilisées. La première de ces compétences, c'était celle de la planification dans le monde du génie civil. Un planning, des charges, des lignes critiques, des tâches critiques. Et ça, en fin de compte, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, en tant qu'informaticien, c'est quelque chose qui m'est resté et c'est une compétence que j'ai fait switcher. La deuxième, c'était la partie pédagogique. Être capable de se décrocher un petit peu du sujet hyper technique pour être capable de vulgariser quelque chose et le rendre compréhensible, comme je le faisais avec mes étudiants, avec mes élèves. Et là aussi, cette compétence, je me suis rendu compte qu'elle était essentielle dans le quotidien de mon activité professionnelle avec mes collaborateurs, mes clients. Et en fin de compte, ce qui était marrant, c'est que même si on dévie un petit peu du sujet de comment je suis arrivé dans l'informatique, je crois que je suis devenu un informaticien en utilisant des compétences qui n'étaient pas celles de l'informatique. C'est marrant. Effectivement, oui. Côté gestion de projet et puis transmission. Exactement. Pédagogie. Exactement. Et ça, c'était un vrai challenge pour moi. Ça m'a beaucoup plu et ça me continue à me plaire encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans l'informatique, je pense souvent, on reproche un peu aux informaticiens de ne pas parler la langue des autres, etc. Donc je pense que savoir vulgariser, c'est un véritable atout. Alors c'est un atout, c'est un plaisir, et puis c'est de mon point de vue le sujet qui permet de dire je remets l'humain au centre du sujet. C'est l'humain au centre de nos entreprises, c'est l'humain au centre de la technologie. Et grosso modo, cet outil informatique,
il est là que pour aider l'humain. Et dans l'aide qu'il fournit, souvent, c'est l'aide qu'il fournit à pouvoir communiquer avec autrui, avec d'autres, pour des sujets business, professionnels, personnels, peu importe. Et donc, la capacité à pouvoir utiliser ces outils comme une excuse de relations humaines, de communication, je trouvais que c'était plutôt fun, en fin de compte. Ça me plaisait bien, et ça me plaît toujours. Parce qu'en définitive, c'est un sujet qui a pris de plus en plus d'essor. On voit aujourd'hui ce qu'est devenu l'informatique et la dépendance auquel on est contraint avec ces technologies. Et ce qui me plaît, c'est qu'à travers ces technologies, qu'elles soient business, perso, pro, peu importe, en définitive, ce qui en fait sa vraie valeur, de mon point de vue, c'est sa capacité à faire en sorte que les humains qui l'utilisent soient plus performants, plus épanouis dans leur quotidien, de ce qui les intéresse, et qu'ils puissent se décharger de tout ce qui les encombre grâce aux outils avec lesquels ils opèrent. Mon père, qui était peintre en bâtiment, disait de toute façon, donc c'était un spécialiste de la laque, t'imagines un petit peu le truc, les plafonds dans lesquels tu dois te voir, voilà. Il dit de toute façon, tu peux faire le bon boulot qu'avec le bon outil. En fin de compte, cette réflexion, elle est toujours vraie, sauf qu'elle est devenue tellement vraie dans notre vie qu'il ne faut pas en perdre de vue quel est le boulot que l'on veut atteindre et utiliser le bon outil. Oui. Des fois, on est un peu aveuglé, je trouve, par les outils, puis on oublie pourquoi on les prend. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai que c'est tentant. Hein. Des fois, on se fait plaisir. Ouais, c'est ça. Mais, alors là, on est d'accord. C'est intéressant d'essayer, d'utiliser, de jouer. Alors, je pense, on en parlait dans un autre interview avec Emmanuel, mais c'est vrai que des fois, je pense qu'on est un peu dans des fonctions où on a besoin d'explorer les possibles pour ensuite savoir comment, dans ces possibles qu'on a pu identifier, lesquels on va pouvoir réutiliser dans des vrais usages. Se faire son idée et détourner ou s'approprier la technologie pour imaginer comment elle va avoir du sens ou qu'elle va pouvoir être intégrée ou non dans notre quotidien et dans le quotidien qu'on veut pouvoir proposer à nos clients. Absolument. Ouais, c'est essentiel. Mais c'est un petit peu le sujet de la veille technologique aussi, quelque part. Absolument, c'est vrai. On arrive sur un sujet, bon gré, mal gré, qui nous conduit peut-être à évaluer que ce qu'on sait aujourd'hui, demain, c'est obsolète. Et que ce qui fait le mindset d'un informaticien aujourd'hui, c'est peut-être sa compétence et sa capacité à se remettre en question en permanence. Être capable de se dire que ce que je sais aujourd'hui, demain, c'est obsolète. Et que du coup, la seule chose qu'il sait, c'est apprendre. Oui. Et c'est un petit peu celui de l'école, quelque part. Je pense que oui, l'informatique, c'est un peu une constante révolution. Ça change en permanence. C'est vrai que je trouve ça fun. Il faut savoir. Il y a ce côté remise en question aussi, je trouve. C'est peut-être un peu remettre en question ce qu'on sait ou sa façon de faire pour peut-être aller vers d'autres choses. Oui, être capable de changer de voie. Et alors ça, c'est un sujet qui me passionne, le mécanisme du lâcher-prise, entre autres. Être capable de lâcher prise sur des sujets dans lesquels, à un moment donné, ce que l'on croit savoir ou ce que l'on croit savoir faire ou ce que l'on croit ne pas savoir faire, être capable à un moment donné de se dire, tant pis, ou essayons quand même. Cette capacité à... Je crois que c'est intimement mêlé à notre obligation en tant qu'informaticien, si on peut l'appeler comme ça, de toujours devoir se remettre en question. Si aujourd'hui j'étais à rester sur mes compétences de Windows NT 351, ça vaut plus grand-chose aujourd'hui. Hein. C'est sûr. Novell, c'était génial à l'époque. Mais c'est pareil que c'était le top du réseau. Hein. Novell, c'était génial. Hein. Mais voilà, ça c'est fini. Donc, cette capacité à accepter de changer de voie, c'est aussi quelque part la graine qui permet de dire si jamais je dois changer de voie, je vais vers quoi? Et je vais vers où? Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est... Et comment j'y vais? Voilà. Et on est tenté, tous les jours, d'aller voir ce qui se passe, comment ça se fait, comment les gens le font, et dire, ce truc-là, et comment je pourrais, moi, l'utiliser? Est-ce que je suis capable de l'utiliser? C'est excellent.
Mais après, il faut penser à bosser aussi un petit peu. Oui, mais il faut toujours lier le plaisir et le travail. Oui, tout à fait. Comme tu dis, c'est ce qui nous permet de nous lever le matin. C'est ça. Ça, c'est l'enjeu. En tout cas, c'est le mien. Être capable de me dire tous les jours, quand je me suis couché tard et qu'il faut que je me lève tôt, est-ce que je suis utile? Est-ce que je me sens utile dans ce que je fais? Est-ce que ça me motive à me forcer à descendre du lit? Tant que je me sens utile dans ce que je fais, pour moi, pour mes clients, pour ma famille, pour mes collaborateurs, je me lève sans difficulté. Et puis les 2 ou 3 fois précédentes dans ma vie où j'ai appris de mes échecs, à un moment donné, j'en étais arrivé à me demander, non, je me sens plus vraiment utile. Et donc c'est là que j'avais fait à chaque fois le pari de changer. Changement de direction. C'est ça. C'est un petit peu comme dans les arts martiaux, la voie du sabre, la capacité à dire, quand j'abats mon sabre, il donne une direction et je dois suivre cette direction jusqu'au bout. Mais quand je suis arrivé au bout de mon mouvement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recommence dans la même direction ou est-ce que je change de direction? Et c'était un petit peu ça le sujet. Quand on s'engage, ou comme moi, quand je me suis toujours engagé dans ce que j'ai fait, j'ai essayé d'aller toujours jusqu'au bout. Mais quand le mouvement il est terminé, on pose la question, est-ce que je vais encore dans la même direction? Ou est-ce que je change? De temps en temps, on change. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, depuis 25 ans, cette question pour l'entreprise, est-ce que je continue dans la même direction ou est-ce que je change? Je me la pose presque tous les jours. Ça, c'est sûr. Ouais. Presque tous les jours. Mais c'est une bonne qualité parce qu'il y en a beaucoup qui restent souvent un peu trop dans leur fonctionnement et qui ont des fois peur de changer, alors que c'est toujours de nouvelles aventures. Oui. Est-ce que c'est le bon outil? Est-ce qu'il faut que j'en change? Est-ce qu'il faut que je le garde? Quel est l'impact? Est-ce que c'est le bon collaborateur? Oui. Est-ce que je suis le bon patron? On peut tous se poser comme question tous les jours. Il y a des questions qui sont plus faciles que d'autres. Ouais, c'est ça. Exactement. Il y en a qui sont plus qui font appel à des consensus avec d'autres critères de choix. Ouais. Et si on revient un peu, tu parlais depuis 25 ans que tu as monté ta société. Du coup, tu as démarré comment? Qu'est-ce que tu faisais au départ? Alors, quand j'ai commencé en étant consultant. Ça veut dire que j'avais mon expérience auprès des rectorats, du ministère, la gestion de projet, le déploiement des réseaux. Et quand je me suis dit, il va falloir que je me fasse une nouvelle activité, la première des questions, ça a d'abord été, non pas qu'est-ce que je vais faire, mais où je vais le faire. Et donc, j'ai choisi de retourner là où j'avais mes racines. Donc, c'est la Charente-Maritime, c'est le bord de mer. Tu n'étais pas là-bas quand tu étais à l'Éducation nationale. Tu connais le sujet. Hein. Donc, le sujet, il a été de retourner d'abord là où, dans le cadre d'un changement, j'ai choisi de revenir là où j'avais, un minimum, quelque chose qui, même si le travail, c'était difficile, que je ne savais pas trop comment j'allais m'y prendre, j'avais mes racines, ma famille, mes amis. Donc, c'était déjà un premier sujet qui était éliminé en termes de difficulté. Et quand j'ai décidé de me réinstaller près de Royan, dans la région, il y a des seniors. Je n'avais rien à leur proposer. Et puis, il y avait des touristes, plein. Et je n'avais rien à leur proposer non plus. Par contre, les seniors, eux, ils consommaient du secteur médical. Donc, je suis dans une région dans laquelle il y a plein de spécialistes, des établissements de santé, paramédicales, des dentistes, des ophtalmos, des chirurgiens. Et puis, les touristes, eux, quand ils viennent en Charente-Maritime, ils dorment dans des campings. Beaucoup. Et donc, ces établissements de plein air, ils ont progressivement eu besoin d'urbaniser leur système d'information également. La capacité à faire du Wi-Fi, d'avoir une barrière qui, chaque fois qu'elle est défoncée par un camping-car qui avance un petit peu trop, il leur faut une caméra pour s'assurer d'un outil informatique qui leur garantit le week-end, le samedi, quand ils font des entrées et des sorties, d'être sûr d'avoir la capacité à faire sortir la facture ou d'avoir un TPE qui marche. Et donc, j'ai commencé par faire le consultant dans l'architecture des systèmes d'information pour les établissements de santé et les campings.
Et puis, j'ai fait ça pendant presque 4 ans. Donc, j'étais tout seul. Je donnais mes conseils et je disais aux sociétés de services ce qu'il fallait qu'elles fassent et comment il fallait qu'elles le fassent, et je contrôlais que c'était fait. Et puis, t'imagines qu'au bout d'un moment, ça m'a amusé, mais moyennement, parce que, je te parle de ça, on était au siècle dernier, hein, quand même. C'était dans les années début 2000, en fait. Avant les années 2000. Ah oui, avant le... Ouais. Avant les années 2000. Ouais. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ça y est, je me lance, je quitte réellement l'éducation nationale et je m'engage à fond dans ce que j'ai commencé à faire. Et là, le sujet, c'était d'être capable d'aller un peu plus loin, plutôt que de ne fournir que le conseil, de donner les prescriptions, de suivre le projet, de s'assurer que c'était fait. Je me suis dit, plutôt que de le faire à quelqu'un d'autre, je vais peut-être le faire moi-même. Ça sera mieux fait. Ça sera peut-être comme ça, je vais y passer moins de temps. Et puis, ça va être plus rémunérateur. Et donc, du coup, tout seul, je vais commencer à non plus seulement conseiller, mais aussi à fournir et à installer. Et donc, j'ai embauché mon premier collaborateur en 2003. Hello, Benoît. Il est toujours là. Ah, donc, on a fêté ses 20 ans, depuis maintenant un petit moment. Puis, 2 ans après, j'ai embauché mon deuxième collaborateur. Salut, Jérôme. Et qui est toujours là. Toujours là, c'est bien. Alors, je ne vais pas faire les 20 dans la foulée, mais c'est à peu près le même sujet. Et progressivement, on a avancé tranquillement avec une idée qui était, on est des spécialistes des systèmes d'information et de l'infrastructure. Et quand un client fait appel à nos services, on identifie son besoin, on lui propose une solution, on déploie cette solution. Et dans le début des années 2000, arriver à vendre un contrat de maintenance, c'était une gageure. Hein. Pour une boîte avec 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, c'était une misère. Mais c'était un petit peu le sujet. Et tiré de l'expérience que j'avais de mes précédentes vies, hein, dans des structures assez grosses quand même, hein, un ministère et autres, très vite, le sujet de la façon dont on le faisait m'a posé quelques problèmes. On était des pompiers. Et puis, on avait plein de super outils, mais ils étaient tous indépendants les uns des autres. Et puis, dans le sujet, comme en plus, on avait la chance et le malheur d'avoir des clients fidèles, on faisait plusieurs cycles de vie, hein, des renouvellements. Et donc, chaque fois qu'on documentait quelque chose, la première fois, un nouveau client, c'était top. On avait notre façon de documenter pour être capable de réutiliser pour un prochain client le savoir-faire, la façon dont on l'avait fait. Mais au 2e cycle de vie, et encore au 3e cycle de vie, les fichiers de cartographie, les documents, les mots de passe, tout ça, quand ça a vécu 5 ans, 10 ans, ça devient extrêmement compliqué de trouver quelque chose alors qu'on sait qu'on l'a. Ça en fait des piles de fichiers. Ça en fait des documents. Ça en fait des documents. Et donc, cette expérience et cette façon, ça a duré jusqu'en 2010. Quand j'ai monté et fait sortir de terre les locaux dans lesquels on est, en Charente-Maritime, actuellement, pour l'un des bureaux, le siège. Et c'est là qu'on était 5 collaborateurs à l'époque. 2010, 5 collaborateurs. 6. Et c'est là que le sujet est venu dans mes petits engrenages de veille technologique au quotidien, d'essayer de trouver une façon d'améliorer nos processus. Tout comme on avait été sollicité par les établissements de santé pour faire la cartographie des systèmes d'information, rechercher tous les sujets de risque de double saisie qui pouvaient entraîner dans le circuit du médicament, etc., etc. En fin de compte, ce que j'avais fait pour nos clients, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être qu'on le fasse pour nous. Pour vous en interne, oui. En interne, exactement. Et c'est là que l'enjeu et la gageure a commencé. Donc c'est le début un peu des contrats de service. C'était les contrats de service, les mécanismes de contrats bloc d'heures prépayés, un petit peu sur le modèle des opérateurs. Oui. Donc, la capacité à dire, monsieur le client, achetez 20 heures. Vous avez dépassé. Vous en payerez 18. Et puis, au fur et à mesure. Donc, il n'existait pas d'outils à cette époque.
Je ne trouvais pas en tout cas d'outils. Je n'avais pas su, d'un point de vue technologique, en 2010, 2011, 2012, j'ai pas su trouver d'outils avec les moteurs de recherche de l'époque. Quand je cherchais le mot ERP, système d'information, prestataire informatique, ça sortait rien. Ça sortait rien. Fallait les taper en anglais. Voilà, peut-être. Et à l'époque, du coup, manquant cruellement de sources externes, j'ai embauché 2 développeurs et on a fabriqué nos outils. On a fabriqué les outils qui nous permettaient de désiloter un petit peu le sujet. Désiloter l'outil de monitoring, désiloter l'outil de facturation et de compta, désiloter également l'outil de documentation. Et on s'est fait nos outils sur mesure. Et puis tu sais ce que ça veut dire, des outils sur mesure. Oula. Voilà. C'est bien parce qu'ils sont sur mesure. C'est bien, ils sont sur mesure, mais il y a 2 effets de bord. D'abord, la dépendance aux collaborateurs qui les développent. Et le deuxième effet de bord, c'est un perpétuel sentiment d'insatisfaction parce qu'on n'arrive pas à développer aussi vite qu'on aimerait pouvoir utiliser des fonctions qui nous manquent. Mais ça a duré son temps. Ça a été un investissement, notre capacité à grandir, à identifier ce dont on avait besoin et à nous faire une idée de ce que l'on pourrait attendre d'un système qui nous rendrait plus de services en y passant moins de temps. Sauf que il a fallu attendre encore quelques années. Pour découvrir que les mots-clés que j'utilisais pour rechercher un outil, c'était pas les bons. Et qu'il fallait utiliser un acronyme en 3 lettres. PSA. Et tomber sur une découverte majeure dans ma vie qui a changé ce que l'on a transformé, ce qu'était la société et de ce qu'elle est devenue d'aujourd'hui. La capacité à changer, encore une fois, en disant ce que je savais faire, la façon dont on le faisait, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que je veux faire ça encore pendant à un moment donné? La réponse, elle a été non. Et puis, ça a été un nouveau jeu. Gérer le changement de l'activité de l'entreprise, faire de la gestion du changement, du management, de se dire est-ce que c'est le bon collaborateur? Oui, non. Est-ce que lui va pouvoir faire le changement avec nous? Est-ce qu'il va nous accompagner avec les succès et des fois aussi les déceptions? Mais ça a été une nouvelle page de mon histoire et de l'histoire de la société qui s'est écrite à partir de 2015 et les années suivantes, quand on s'est rencontrés aussi, et qui, grâce à BMSP, à toi et à Fred, vous m'avez ouvert les yeux sur un monde que vous maîtrisiez, qui était celui que je cherchais désespérément à mettre en œuvre sur certains sujets, et qui m'a permis d'accélérer dans l'activité pour en être ce qu'on est aujourd'hui, quoi. Merci. Plaisir. C'est notre mission, donc ça tombe bien. Ça tombe bien, ouais. Ça va. T'aurais pu les trouver plus tôt, les outils, mais bon... Ouais, mais je crois qu'à l'époque, et puis même encore aujourd'hui, mon niveau d'anglais étant ce qu'il est, ma capacité à chercher sur les sujets purement anglo-saxons et les traducteurs de Google, ça n'existait pas à l'époque. Oui. J'en discutais avec une autre personne et c'est vrai qu'il disait, c'est comme dans avant, tu sais, tu avais ceux qui savaient faire les recherches dans Google et puis ceux qui ne savaient pas trop. Donc, il y en a qui arrivaient à trouver la bonne info parce qu'ils savaient bien faire les requêtes. Puis maintenant, c'est un peu pareil pour l'IA. Tu sais. Donc, il y a ceux qui savent bien prompter et puis ceux qui font les prompts un peu génériques. Et du coup, les résultats ne sont pas les mêmes. Moins mitigés. Ouais, c'est ça. C'est nul. Voilà. Non, il y a des super outils, même dans l'IA aujourd'hui, mais ça reste de super outils. Mais des outils seulement. L'outil est là pour nous servir, mais c'est ça. Il ne fait pas tout. C'est ça. L'intelligence, ou le truc artificiel, ça n'a de l'intelligence que, de mon point de vue, dans le terme marketing, je préfère le mécanisme de robotisation. Robotisation de processus. C'est ça. Et même le processus, quelque part, la rédaction ou l'écriture, c'est une forme de processus opéré par un robot. Donc on parle d'intelligence artificielle, mais si on devait détourner un petit peu le contexte, en français, certains sujets sont plus proches de la robotisation de savoir-faire ou de process, d'un point de vue statistique et autres, que d'intelligence.
mécanisme des neurones et des matrices de neurones qui se parlent et qui établissent de façon statistique quel est le prochain mot. Le prochain mot ou la prochaine lettre. C'est pas très intelligent en soi. Et oui, c'est vrai que c'est toujours étonnant les résultats que ça produit par rapport au concept, enfin, au fonctionnement intrinsèque qui est dessous, quoi. Initial. Ouais. Par contre, c'est vrai que enfin, si on parle de l'intelligence artificielle brièvement, je trouve que ce sont de super technologies. Je trouve que c'est incroyable ce que l'on peut imaginer avoir comme assistance avec ce type d'outil. Avec tout ce que ça permet de faire plus vite, d'aller plus loin, mais en gardant quand même toujours une petite lumière qui s'allume dans le cerveau quand l'intelligence artificielle ne devient plus l'outil, mais le truc qui te dit ce qu'il faut que tu fasses et comment le faire. C'est là que, pour moi, il y a une alarme qui s'allume. Et quand ça prend le pas sur notre réflexion. C'est ça. L'histoire de cette fameuse boîte noire qui fait un travail pour toi et puis comme on sait que de toute façon tout tombe en panne à un moment donné, comment tu fais quand cette boîte noire elle ne marche plus? Est-ce que tu es capable de le faire sans elle? Moins vite, mais est-ce que tu es capable? L'intelligence artificielle, tu es capable de faire avec. Est-ce que tu es capable de faire sans? Moins vite. Mais si tu n'es pas capable de faire sans, le jour où elle ne marche plus, tu fais comment? Donc, je trouve que c'est des super technologies. Il faut s'en emparer, de mon point de vue. Moi, je m'en empare tous les jours. Tous les jours, je découvre des nouveaux outils. Tous les jours, je fais des nouvelles tentatives. De toute façon, je pense qu'il en sort tous les jours. Il en sort tous les jours. Donc, c'est incroyablement excitant comme technologie. Mais je crois que c'est intéressant de se garder toujours un garde-fou sur le sujet. Oui. Puis je trouve que c'est aussi des fois dans la pertinence de la réponse. C'est vrai qu'on a peut-être tendance à faire un peu confiance à la réponse. En fait, des fois, il nous dit il peut dire des bêtises. Des bêtises, alors du coup, il ne faut pas le croire aveuglément. Ouais. Ou dans le pire des cas, il te donne que l'information statistique la plus pertinente. Oui. Et l'information statistique qui est liée peut-être juste à ce que le sujet est traité par tout le monde de la même façon. Alors que l'intérêt, c'est peut-être de temps en temps justement de faire un pas de côté. Et un pas de côté, ça veut dire sortir dans la courbe de Gauss du gros paquet du milieu, de ce que te donne l'intelligence artificielle en définitif. C'est souvent en allant voir un petit peu au-delà en changeant. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est pas ce que peut nous proposer ce type d'outil. Par contre, en identifiant ce qu'elles nous font de façon massive, ça permet peut-être justement de se rendre compte de comment on pourrait le traiter différemment. Il y a plein de façons de l'utiliser de mon point de vue, l'intelligence artificielle. C'est génial. C'est une super, super, super technologie, mais ça remplace pas l'homme. Non, je pense que tu parlais d'architecte un peu, mais je trouve que c'est un très bon outil pour... je trouve que ça permet de débrider les capacités de création ou de code. Maintenant, tu peux venir... moi, je ne suis pas développeur, mais du coup, tu peux créer des applications. Puisque tes idées, tu arrives à les retransmettre dans quelque chose de réel, quoi. C'est quelque chose qui n'était pas possible jusqu'à maintenant. Donc, ça ouvre les possibles. Ça ouvre le champ des possibles. Mais moi, je ne m'engagerai pas à fabriquer une application si je ne suis pas capable de contrôler que le code qui a été produit, il est sécurisé, par exemple. C'est un sujet. C'est clair. Ouais. Donc, l'enjeu, ça aide le spécialiste à faire son job, pour moi, de mon point de vue. Donc, par exemple, mes ressources techniques, les collaborateurs dont je suis hyper fier de la façon dont ils opèrent au quotidien, de leurs compétences, de leur mindset, de leur mettre à disposition de l'intelligence artificielle, c'est la capacité à les aider à être encore plus rapides dans leur travail. Mais quelqu'un qui ne sait pas utiliser un firewall, c'est pas la peine que je lui mette à disposition une IA pour l'aider à configurer ou à... Oui, parce que si c'est pas ce qu'il fait, ça peut vite faire des... C'est ça. Donc ça reste pour moi un super outil dans le périmètre de la compétence qui est la sienne. Dans ses compétences, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Oui. Je pense que c'est un peu comme... On parlait un peu
C'est comme un bras bionique, quoi. Ouais, c'est ça. On est né avec 2 bras, et puis à un moment donné, t'en as un qui peut être amélioré. Mais tu t'en fais pas pousser un 3e, quoi. Non, t'en as toujours que 2. C'est ça le sujet de l'IA pour moi. Si on revient un peu sur ta transformation, du coup, quand tu as fait le virage, tu faisais du bloc d'heures. Du coup, comment tu as construit, repensé tes offres? Alors, j'imagine qu'il y a peut-être eu plusieurs générations d'offres de services. Oui, il y avait toujours les contrats forfaitaires. Tu sais, les gens qui te font confiance depuis longtemps et à qui tu dis, monsieur, on s'occupe de vous, ça coûte... Tant par an. À l'époque, ça faisait, je sais pas, 60, c'était en euros déjà. Ça coûte 60 € par mois, par poste, all inclusive. Et puis, ça, c'était quelques-uns, mais c'était marginal. Après, il y avait beaucoup de clients qui étaient plutôt à je vous paye autant que vous y avez passé. Et donc là, l'enjeu, c'était de dire OK, mais du coup, si tu veux me payer autant que j'y passe, on va faire un peu de trésorerie et puis tu vas nous prépayer tout ça. Avec une petite remise sur le prix de l'heure, mais surtout, ça fait entrer de l'argent dans l'entreprise. Donc ça, c'était les 2 principaux modèles utilisés depuis le début de la création de l'entreprise et dont le deuxième s'est fortement développé, la notion du ticket. La notion de dire, si on a besoin de nous, on répond. Si en plus... alors à l'époque, on avait créé un mécanisme de porte-monnaie électronique. Donc, alors il n'était pas électronique du tout, mais c'était un porte-monnaie quand même. C'était un porte-monnaie dans lequel les clients, on leur disait, pour accéder au service et pour avoir mettre des sous dans le porte-monnaie. D'abord, tu mets des sous dans le porte-monnaie tous les mois. Et du coup, tu payes le porte-monnaie. Ça te garantit l'intervention dans les délais. Et puis ensuite, une fois que tu as un compte ouvert avec un engagement de service, tu vas mettre des pièces dans ton porte-monnaie. Ce sont les heures que l'on va consommer pour répondre à tes enjeux. Comme dans les festivals maintenant. Voilà. Je sais pas, peut-être. Et donc ça, c'était la façon de pouvoir dire, je crée un pseudo-revenu récurrent pour dire, je m'engage à répondre en temps, en heure, aussitôt, à prioriser l'intervention, puis ensuite à facturer le temps qu'on y passait. Ça a bien marché pendant un certain temps, mais c'était une activité qui ne générait pas suffisamment de revenus pour garantir que je puisse, à l'époque, stabiliser l'activité de mes collaborateurs, dans le sens charge de travail, sous-charge, en étant avec une activité saisonnière. Les campings, ça bosse l'été, donc ça veut dire c'est astreinte, 7-7. Tu ne pouvais pas garder tes équipes que l'été? Tu ne pouvais pas les garder que l'été. L'hiver, les interventions dans les établissements de plein air, en termes d'urbanisation, tirer de la fibre, poser des bornes Wi-Fi et mettre des caméras, c'est en extérieur. Donc quand il fait... Et c'est du 1er janvier au 31 mars, parce qu'au 1er avril, le camping, il ouvre. Donc tout le monde arrive. C'est très vite. Et le mécanisme, en règle générale, quand il y a un problème, t'appelles et il faut réagir. Parce que plus tu vends de contrats de service avec un porte-monnaie et des heures, et plus tu t'engages. Plus il y a de gens qui peuvent t'appeler. Donc, ça met des coups de feu, des coups de mou. Et plus mes collaborateurs étaient nombreux, et plus on vivait ces fluctuations d'activité, et plus ça devenait compliqué à imaginer pérenniser d'abord les humains. Parce que tant qu'ils étaient jeunes et qu'ils n'avaient pas de vie de famille, ça va. Et que je les exploitais allègrement. Va là-bas. C'est ça. Va dépanner le camping. Mais l'enjeu, c'est que les gens, ils ont une vie. Moi aussi. Et donc, l'envie de pouvoir avoir quelque chose de plus lissé en termes d'activité, qui soit moins saisonnière, plus prédictive, c'était l'un des enjeux de changer le modèle économique. Changer le modèle économique avec une problématique majeure. Lorsqu'on a une activité qui était celle que j'avais à l'époque, on gagnait notre vie. On gagnait pas des 1000 et des 100 au-dessus. On en vivait bien. Ça nous permettait de nous développer, mais de façon mesurée. Comme on dit, un bon père de famille. Ouais.
Néanmoins, en disant je veux changer mon modèle économique, ça veut dire que potentiellement, il y avait une courbe financière qui, dans le temps, allait baisser, celle du mode projet, du mode pompier, pour essayer d'en faire croître une deuxième. Donc 2 courbes sur abscissé ordonné, avec une qui baisse dans le temps et l'autre qui monte, mais qui part de 0. Ça veut dire que la ligne tout à fait en haut, là, dans une qui baisse et l'autre qui monte, celle qui est en haut, à un moment donné, potentiellement, il y avait un trou. Donc l'enjeu, dans la façon dont j'ai essayé de changer mon modèle économique, ça a été de trouver comment pouvoir maintenir l'activité économique que j'avais, mais en gagnant du temps dessus pour avoir le temps de développer une nouvelle activité. Et donc, non pas de connaître une perte, mais seulement une croissance. Et donc, l'enjeu, c'était de concevoir des offres et d'utiliser des outils qui étaient directement en adéquation avec la façon dont on opérait et qui allaient nous permettre de gagner du temps dans ces opérations et dans ces process, et ce temps, de le réexploiter pour faire autre chose. Et c'est comme ça qu'on a commencé à fabriquer, d'abord techniquement, avec un mindset de technicien qui était le mien, qui est toujours le mien d'ailleurs, de s'approprier d'abord des outils, de se rendre compte que ces outils, ils étaient plutôt structurants. Quoi qu'on en dise, souvent, ça structure. Hein. C'est clair. Et avec cette structure, de comprendre quels pouvaient être les enjeux de nos clients et les nôtres. Et je crois que très vite, le sujet, il était la capacité à le transformer, ce que nous disaient nos clients. Leurs enjeux, quel que soit le modèle économique, il était à peu près toujours le même. Hein. Grosso modo, nos clients ils nous disaient moi, le budget informatique, je veux pouvoir le maîtriser, quoi. Donc, quand on leur vendait des blocs d'heures, ils avaient le sentiment de maîtriser quelque chose. Des fois, le bloc d'heures, il explosait et puis ils ne maîtrisaient pas trop, quoi. Et puis nous, on y passait des fois vachement de temps. Puis quelque part, c'était... Puis on refacture pas tout. Puis on refacturait pas tout. Donc, on y passait vachement de temps. On n'arrivait pas à tout justifier dans les contrats. Quand il faut chercher la doc, le document... c'est le document qui est dans le fichier texte, qui est dans l'ancien dossier qu'on a archivé. Bref. Le sujet, c'était on y passait plus de temps qu'on arrivait réellement à facturer. Nos clients, ils avaient, eux, en réalité qu'une seule exigence, hein, c'était de pouvoir maîtriser combien ils dépensaient sur les sujets informatiques et d'avoir une capacité à se projeter sur ces budgets. Le deuxième sujet, c'est que le fait qu'il fasse confiance à un prestataire et qu'il lui confie un petit peu les clés dans le cadre d'un contrat, c'était les prémices de « je ne veux pas être en panne quand je suis en panne ». Faut que ça marche. Faut que ça marche. Tu te débrouilles comme tu veux, mais ça doit marcher. Donc, prévois. Je te paye tant, faut que ça marche. Prévisibilité, anticipation. Et puis le troisième sujet, c'était si je t'ai donné de l'argent, que ce soit dans un contrat récurrent, un contrat à l'année ou un bloc d'heures, je te fais confiance, mais montre-moi ce que tu as fait pour moi. Donc grosso modo, prouve-moi que l'argent que je te donne, il est utilisé à bon escient et que ça correspond effectivement aux engagements. Donc, en fin de compte, le fait de changer vers des offres de services plutôt récurrentes, c'était une capacité à améliorer ces 3 enjeux. La première des postures, ça a été de dire, OK, mon client, là, il veut maîtriser son budget, donc il faut que j'ai une facturation forfaitaire. Donc, il ne veut pas être en panne, ça veut dire qu'il faut que j'anticipe. Et puis, si il veut savoir à quoi, ça veut dire qu'il faut que je sois capable de justifier de ce que je fais tous les jours. Et donc, les premières offres, elles sont arrivées en disant, à ces enjeux-là, si je veux y répondre, il faut que je m'y colle avec. Je veux avoir des clients satisfaits, parce qu'ils me payent, s'ils sont contents. Et puis, je veux être rentable. Parce que si je travaille, mais juste pour travailler... Tant qu'à faire. Voilà. Et donc, c'était ça le premier raisonnement. Être capable de dire comment je fais pour concilier ces 5 enjeux. En étant proactif, en anticipant et en proposant des forfaits. Ça me garantit de pouvoir... quand on a commencé à faire ces offres de services, ça me garantissait de pouvoir
passer plutôt 5 minutes plutôt que 5 heures ou 5 jours. Parce que plus on entretient et plus on se rend compte qu'en ayant une super connaissance du client, on va vachement plus vite si en plus on a les bons outils. Et en faisant ça, si jamais j'y passe 5 minutes plutôt que 5 jours, ça veut dire que je me garantis aussi la satisfaction de mon client. Gagnant. Exactement. C'est l'idée de s'aligner sur les mêmes enjeux que les leurs et de sortir de ce paradigme de si toi ça te coûte cher, moi ça me rapporte beaucoup. Ouais. C'est souvent un peu, des fois j'illustre un peu les prestataires qui sont dans l'ancien modèle, en fait, où les enjeux ne sont pas alignés avec ceux du client, quoi. C'est ça. Plus tu passes de temps chez le client, plus tu gagnes d'argent, quoi. Et lui, plus il en dépense. Et est-ce que tu as intérêt à ce qu'il... tu passes pas trop de temps? Donc, comment être payé au juste prix en y passant le moins de temps possible? Ça a été l'enjeu de la mise en place des outils, le PSA, les RMM, la documentation, des process, et coller à ces process des procédures, avec un mécanisme d'amélioration continue. Et c'est d'abord ça qu'on a construit, peut-être pour se rassurer de notre capacité ensuite à honorer la promesse qu'on allait faire commercialement. Et on a fait ça dans le temps qu'on gagnait au fur et à mesure que l'on mettait en place les outils. Parce que pour autant, dans les premiers temps, c'était un investissement en temps, un investissement en argent, un investissement humain pour changer le paradigme, changer la façon de travailler, changer la façon de penser. Mais au fur et à mesure où on mettait en place ces outils, on se rendait compte qu'on gagnait du temps dans nos tâches que l'on continuait à facturer à nos clients. Et que plus on gagnait du temps et plus on devenait compétent dans la capacité à dire ces enjeux, effectivement, si je les vends à un client, si je lui fais une promesse, cette promesse, je suis capable de la tenir. Et du coup, ça a été le déclencheur. Quand on a eu le sentiment qu'on était capable d'honorer nos promesses, on a d'abord converti nos clients. Ça a été la façon la plus simple de passer d'un modèle, de maintenir une courbe financière d'une activité projet qui était restée stable, et de générer plus de valeur en disant ça va peut-être vous coûter plus cher, mais on va vous apporter un meilleur service. Et voilà ce que vous allez gagner en nous faisant confiance. Un peu une notion de cercle vertueux, un peu ça, un peu. Ouais, ça fait gagner du temps, du coup je vais améliorer le service. Et, c'est ça. Ça tire vers le haut. Ça tire vers le haut. Ouais. Et de par l'ADN de l'entreprise, par le mien, par celui de mes collaborateurs, d'être passé par la phase technique avant de passer par la phase de vente, ce qui n'est pas forcément la meilleure des idées. Avec ses qualités et ses défauts, cette stratégie, elle nous a permis de passer sans trop de difficultés cette gestion du changement. Même si, dans le cadre de la gestion du changement, d'un point de vue mindset humain, d'un point de vue état d'esprit des techniciens, du service administratif, des gestes du commerce, ça a nécessité une stratégie avec un cycle un peu particulier. Je me souviens des premiers temps dans la mise en place de tous ces outils, dans les enjeux, les objectifs. Et c'était un petit peu l'un des sujets avec lesquels on discutait avec Olivier quand on a mis en place la partie Autotask, PSA, la complétude des tickets, la donnée qu'on y mettait à l'intérieur. C'est le sujet majeur d'un service technique. Ils sont les seuls à pouvoir la fabriquer, cette donnée. Ou en tout cas, ils étaient les seuls à pouvoir la fabriquer, cette donnée. Peut-être que demain, on y reviendra sur le sujet. Ça bouge un petit peu. Ouais. Néanmoins, cet enjeu-là, cette capacité à faire changer les collaborateurs en leur expliquant pourquoi c'est important, le mécanisme, c'est pas du flicage, moi aussi j'ai une tâche derrière. Tu es le début du maillon de la chaîne et cette chaîne, t'es le premier des maillons d'une chaîne qui doit conduire à faire en sorte à la fin que l'argent rentre sur les comptes pour te payer. C'était un cycle de vie, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Tu vois le sujet ? Tu donnes un enjeu, un élan à un collaborateur et puis il adhère au sujet, il s'engage.
mais il se fatigue et puis il baisse un petit peu les bras. Donc, c'est 2 pas en avant. Et puis, il y a un petit pas en arrière. Et c'est là qu'au moment où je mesurais le pas en arrière, il fallait relancer 2 pas en avant, un petit coup de motivation, un petit coup de rappel des enjeux. Régler un peu la machine. Et au tout début, les cycles de 2 pas en avant, d'1 pas en arrière, ils étaient de 2 semaines, 1 semaine. Oui. Aujourd'hui, ils sont au trimestre. Donc, on a gagné en quelques années une amplitude qui est gigantesque. Et ça a été un mécanisme de gestion et d'amélioration permanente. Hein. C'est la route d'Hemming. Hein. Mais avec l'acceptation ou le lâcher-prise de dire de toute façon... il y a toujours 2 pas en avant, 1 pas en arrière, et qu'il faut qu'avant qu'il y ait un deuxième pas en arrière, il faut... On rebondit sur le fond et on repart. Voilà, la dispersion, on la refocalise et c'est reparti. Ça a été un vrai sujet et un vrai plaisir aussi. Même si c'était des fois difficile, mais là, je me suis fait plaisir, entre guillemets. Je me suis amusé parce que je pouvais remettre en branle mes compétences transversales. Le projet, la pédagogie, j'adore. Le changement de direction. Le changement de direction, c'était quand j'étais pas en train de parler avec un client ou de mettre un peu les mains dedans, parce que j'aime toujours ça. Hein, c'était la capacité à pouvoir travailler pour l'entreprise. Comme si j'étais un consultant pour moi-même. Et ça, j'ai trouvé ça hyper fun, cette gestion du changement. Oui, puis c'est plus, on passe de travailler, on dit souvent de travailler dans l'entreprise à sur l'entreprise. Du coup, c'est toujours, je trouve, plus valorisant, comme ça, tu es en train d'optimiser ce qui se passe dans ta boîte plutôt que d'aller produire. C'est ça. Même si de temps en temps, produire, c'est sympa, hein, de mettre un peu, de voir si tout va bien. Parce que c'est le sujet de temps en temps de la confiance, ça n'empêche pas le contrôle. Et puis, tout ce qui n'est pas contrôlé, mesuré, finit par dériver. Donc, ça, c'est sûr. Ouais. Donc, c'est le fameux petit pas en arrière qui, potentiellement, il a le droit d'exister. Il faut qu'il existe. On me racontait quand j'étais prof, quand j'ai commencé mon métier de prof, qu'il fallait rabâcher et réexpliquer et réapprendre 7 fois et l'oublier 7 fois avant de l'imprégner dans la mémoire. Je crois que dans la gestion du changement, de mes pratiques, de celles de mes collaborateurs, et peut-être même de celles des clients avec lesquels on bosse, aussi. Il fallait le répéter, l'oublier, le répéter, l'oublier, autant de fois qu'il le fallait pour que ça devienne une réalité. Oui. C'est vrai que des fois, souvent, on a l'impression que les gens baissent un peu vite les bras. Ah, mais ça prend pas avec mes équipes. Donc, bon, on jette le bébé avec l'eau du bain, mais c'est ça. Ils n'avaient peut-être pas répété 7 fois. Et c'est ça. Et en changeant le ton, la posture, l'angle de la façon dont on voit le sujet. Et ça a été incroyablement enrichissant dans la transformation de cette société. Elle est passée d'une société qu'on appelait DSS2I à l'époque, oui, à ce qu'aujourd'hui on appelle un fournisseur de services managé, un MSP. Et puis j'en ai fait plein d'autres expériences du coup, parce que j'en ai créé 1, 2, 3, plusieurs sociétés. À chaque fois en disant ce que j'ai appris là où j'ai échoué, là où j'ai appris, quels en étaient les facteurs. Oui, du coup maintenant on va repartir meilleur que la fois d'avant. C'est ça. Est-ce que je suis capable de faire mieux en plus rapide ? Et c'est à chaque fois ça gagne. Non, il y en a quelques-unes qui ont été des échecs. Ça serait mentir que de dire le contraire. Oui, c'est pas si facile. Il y a quand même de l'humain dans tout ça. Il y a de l'humain aussi dans tout ça. Et puis, il y a des contextes. J'avais ouvert une société en région parisienne en janvier 2020. Ah oui. Bon timing. C'était la mauvaise idée. C'était une super bonne idée. J'avais 2 collaborateurs qui étaient incroyablement performants. Sauf que 3 mois après, ils étaient confinés chez eux. Ça n'a pas pu durer, quoi.
Et là, malgré toute la meilleure volonté du monde, les humains qui étaient des pépites, ça n'a pas fait le job. Non, c'est sûr. Donc, c'est un enchaînement de circonstances qui fait que l'apprentissage des échecs fabrique des succès. En tout cas... Ouais, comme on dit, soit on gagne, soit on apprend. Oui, c'est ça. Soit on gagne, soit on apprend. Exactement. Et ça a permis de faire la transformation. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, dans la mise en place des offres, on a commencé par les offres autour des endpoints. D'abord, s'occuper des équipements, avec un mécanisme de calcul au device, au périphérique. Classique. Et puis, au fur et à mesure où le sujet devenait de plus en plus mature sur l'utilisateur, et puis c'était dans mon ADN, la formation des personnes, la capacité à leur apprendre à utiliser les outils que l'on mettait à leur disposition. Parce que quelle que soit la technologie, si on te colle un truc entre les mains et qu'on te dit ça va t'aider, et que tu ne sais pas comment faire, ça ne t'aide jamais beaucoup. Donc, avec la capacité à gérer les devices, ça fabriquait de la donnée. On identifiait assez facilement qui savait et qui ne savait pas, puisqu'on pouvait commencer à mesurer en fonction de l'équipement, en le suivant, quelles étaient la nature et les demandes des utilisateurs de ces équipements, et d'identifier très vite si c'était un problème matériel ou si c'était un problème humain, et d'imaginer trouver des solutions de remédiation qui pouvaient être ou matérielles ou humaines. En termes de formation, d'accompagnement. Donc ça a été les deuxièmes types d'offres qui sont arrivés. Et puis quand, en 2020, le sujet de l'État avec cybermalveillance.gouv.fr est sorti, pour nous, ça a été l'opportunité de faire valider une compétence qu'on avait mis en œuvre, mais qui n'était reconnue que de personne. Quand avant les années 2020, on disait comment est-ce qu'on va construire nos process pour nous occuper de ces systèmes informatiques dont on a la charge. Alors, ça avait commencé par des super tables rondes en disant moi, je verrais bien ça comme ça. Et puis, on s'est rendu compte très vite que si jamais on devait inventer quelque chose, il y a de grandes chances qu'on allait se mettre dans le fossé, quoi. Et donc, très vite, on en est arrivé à dire il faut qu'on utilise des référentiels. Référentiel AFNOR, ISO 27000, référentiel ANSI, les 42 points de l'hygiène. Et du coup, très vite, dans nos pratiques, on a intégré le mécanisme de ces référentiels comme étant la seule chose pour laquelle on ne pouvait pas être mis à défaut parce que non opposable dans la méthode. Peut-être dans la mise en service, on peut se tromper, mais pas dans la méthode. Et quand on a été labellisé Expert Cyber, ça a été pour nous un déclic, à la fois dans la reconnaissance, mais aussi dans l'enjeu de faire évoluer nos offres, qui n'étaient des offres au départ que de protection des données, protection des devices, d'un peu de formation des utilisateurs. Et de se dire, mais si on avait un coup à jouer avec le fait de savoir déjà utiliser ces référentiels sur les sujets de la sécurité des systèmes d'information, en essayant d'adapter des offres qui étaient plus en adéquation avec cet ADN lié à la sécurité. Et donc, très rapidement, c'était de construire des offres de services, des bundles, dans lesquels on essayait de mettre en avant qu'il y avait de la sécurité by design. Le sujet, c'était un de nos fournisseurs qui, depuis 2011, utilisait ce leitmotiv en disant « Notre solution, elle a été construite secure by design ». Et en 2011, ça me disait rien du tout, ce truc-là. Oui, c'était tôt. C'était... voilà. Et à force d'entendre, comprendre, identifier quelle valeur ça pouvait avoir, ce sujet, très vite, en fin de compte, je me dis, mais c'est eux qui ont raison. Il faut que nos clients aient le sentiment que ce qu'on leur amène, quand on leur installe une infra, quand on leur rend un service, que ce qu'on leur propose, c'est quelque chose qui a été conçu nativement pour répondre à des enjeux de sécurité. Et que la sécurité, ce n'était pas une option qu'ils doivent payer en plus, c'est quelque chose qui fait partie du service qu'ils prennent chez nous. Ouais. Je
pense que des fois, les clients finaux imaginent que la sécurité fait partie de n'importe quel service, mais pas forcément. Des fois, oui. Des fois, oui, des fois non. C'est ça, c'est ça. Et puis, sans jeter la pierre à qui que ce soit, c'est pas forcément le travail de tout le monde. Ah bah, c'est sûr. Nous, on connaît par exemple nos limites. On sait qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs que nous pour gérer des logiciels métiers. Des outils de comptabilité, des outils de WMS sur la logistique. Il y a des gens qui les fabriquent, qui savent les installer, qui savent les entretenir. Jamais il nous viendrait à l'idée de se substituer à leurs compétences. Bah, du coup, sur les sujets de la sécurité ou de la cybersécurité, comme on dit aujourd'hui, bah, c'est un petit peu le même enjeu. Nous, on peut, dans l'ADN que j'ai mis dans cette entreprise, le sujet, c'est d'être capable d'endosser ces enjeux et ces engagements et d'être capable de se comporter en tant que tel. Donc d'être vigilant, non pas à la façon dont fonctionnent les droits des ACL de l'utilisateur dans le logiciel de Trucmuche, mais de s'assurer que tout ça c'est fait dans les règles de l'art pour que l'entreprise elle puisse être sereine au quotidien dans ses enjeux. C'était la sécurité. Et plus le temps passe, et plus nos offres de services se sont orientées autour de ce mécanisme. Alors effectivement, avec une prédominance, avec une approche autour de l'utilisateur qui est de plus en plus importante dans nos offres. Offre autour de l'utilisateur, mais dans notre paradigme, sur les piliers que sont la protection des données, la protection des équipements et la formation et la sensibilisation des utilisateurs, c'est les 3 piliers de ce que nous, on défend au quotidien. Et donc, potentiellement, sur ces 3 piliers, on a construit nos offres autour de ces 3 mécanismes. Du coup, vous avez imaginé plusieurs niveaux d'offres. Le client peut être plus ou moins sécurisé. Toujours la plus économique, la bonne et la meilleure. Mais la plus économique aujourd'hui, chez nous, c'est pas une offre d'assistance. C'est plus une offre d'assistance technique. C'est la promesse d'avoir un spécialiste de la sécurité qui défend les données, qui défend les équipements. Et si les prestataires en place, les éditeurs, les informaticiens sont pas capables ou sont défaillants au moment de fournir un geste lié à l'assistance, bien sûr qu'on est là. Mais c'est hors contrat, hors forfait. Mais la plus petite de nos offres aujourd'hui, c'est une offre de cybersécurité, exclusivement. L'assistance, aujourd'hui, pour moi, c'est devenu quelque chose pour lequel la notion de la valeur que ça représente est en train de fondre. Et on le voit parce que les générations de mes jeunes collaborateurs, des plus jeunes ou des trentenaires dans les entreprises, ils sont habitués, de mon point de vue, au mécanisme du self-service. Oui. Donc, ils savent aller chercher eux-mêmes. Ils vont utiliser l'IA pour trouver une réponse à leur problème. Donc, le sujet de l'assistance, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut leur mettre à disposition si jamais c'est un palliatif à leur choix de ne pas le faire eux-mêmes. Mais c'est un choix qu'ils font. Par défaut, là où même celui qui a une activité dans laquelle il se sent technophile n'est pas forcément un expert, celui de la cyber, ça, par contre, ce socle-là, c'est celui pour lequel j'ai des collaborateurs qui sont des spécialistes. On a des outils de spécialistes. On a l'usage de ces outils tous les jours. Donc, on est performant avec ces outils. Et donc, c'est le socle de base qui, aujourd'hui, fait que s'il n'y a pas besoin d'assistance, on ne le fournit pas. Mais là où l'entreprise toute seule ou le collaborateur, que ce soit un IT, un dirigeant, il n'est pas forcément en sérénité sur ce sujet, c'est là que nous, on a de la valeur à pouvoir réapporter. Et puis, dans la meilleure des offres, donc dans la plus économique, il n'y a que de la cyber, que de la sécu, que ça aille de la détection de vulnérabilité à l'évaluation, au patch management, à la partie liée purement à l'usage sécuritaire, à la protection des données, jusqu'à l'utilisateur, le gestionnaire de mots de passe, les bonnes pratiques, la formation, etc. Dans le plus haut de nos offres de services,
on reste quand même avec le mécanisme de dire, nos clients, chez nous, dans notre strate, dans notre 80-20, ce sont souvent des dirigeants qui n'ont pas d'informaticiens chez eux. Et grosso modo, le fait de dire on va pouvoir opérer pour vous la sécurité, l'assistance de vos collaborateurs, mais aussi potentiellement la gestion des tiers intervenants et donc de faire l'équivalent du portail unique côté client pour s'adresser ensuite aux prestataires qui feront leur job parce que ce sont des experts dans leur métier. Ça fait partie de l'offre la plus élevée, potentiellement des offres que l'on peut apporter chez un client. Ah oui, donc tu as le guichet unique. C'est ça. Ouais. C'est vrai que je trouve que c'est un service qu'il faut valoriser et qui apporte quand même beaucoup de valeur aux clients. Souvent, ils détestent le ping-pong. Le ping-pong, etc. Exactement. C'est facile d'appuyer sur le bouton. C'est ça. Et ça ne veut pas dire que quand on fait le guichet unique, on fait à la place des autres. Non, on coordonne. C'est juste la gestion de projet. Et puis là encore, c'est une des compétences qui faisait partie de ma formation initiale et auquel ont adhéré mes collaborateurs. Et du coup, cette capacité à dire que ce soit du démarrage d'un chantier d'un client dans lequel il va construire un bâtiment et pour lequel il va falloir suivre les travaux des demandes de France Télécom pour faire les pénétrations jusqu'à la livraison de l'équipement informatique dans le bureau, c'est de la gestion de projet. Et les 10 prestataires du mec qui vient poser des alarmes à celui qui vient mettre de la domotique en passant par l'éditeur de logiciels qui va équiper le fauteuil avec le panoramique 3D. Tous ces gens-là, ils vont à un moment donné utiliser de près ou de loin quelque chose qui fait partie du système d'information. Et dans le cadre de ce type de service, on va prendre en charge la capacité à suivre ces tiers. Pour s'assurer qu'à la fin, quand on va opérer, on sait qui fait quoi et quand. Parce que ça fait partie des règles de base de la capacité à dire je ne peux protéger que ce que je connais. La base. Oui. La base de ce sujet, exactement. C'est vrai que souvent, en cyber, les gens, la première étape, c'est un peu dans les rounistes, etc., mais c'est identifier, c'est déjà... Tu ne peux pas sécuriser ce que tu ne connais pas. C'est ça. Il y en a qui passent souvent, ils sautent quelques étapes. T'as un peu oublié de savoir un petit peu tout ce qu'il y avait chez ton client. J'identifie ce que j'ai, je fais ma cartographie, j'évalue sur cette cartographie quels sont les risques, qu'est-ce qu'il y a de la valeur critique, moyenne ou moins. Où sont les données l'impact que ça peut avoir. Et puis seulement quand j'ai fait ça, je peux commencer à mettre en place des solutions, des stratégies. Puis ces stratégies, on doit les suivre. Si jamais je ne les contrôle pas, elles dérivent. Et puis après, je les fais évoluer. En gros, c'est le mécanisme d'une méthode qui a été en plus éditée il n'y a pas très très longtemps par l'ANSSI et par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et par cybermalveillance.gouv.fr. C'est une méthode auquel on adhère entièrement, qui est celle que l'on peut préconiser à un dirigeant d'entreprise qui n'a pas besoin d'être un expert pour être capable de mener une stratégie sur la cybersécurité de son entreprise. Puis s'il n'en est pas capable, il peut faire appel à des prestataires comme nous pour être capable au moins de l'accompagner sur la méthode, histoire qu'il se réapproprie ces sujets, qu'il s'engage. Et puis pour ce qu'il ne sait pas faire, il le délègue en s'assurant que ça soit fait. Et c'est ça. Pour nous, nos offres, la plus petite, c'est que de la cybersécurité. La bonne, c'est en fournissant également un service d'assistance à l'utilisateur. Et la meilleure, c'est en servant de guichet unique sur tous les sujets pour être capable d'avoir une vision globale et d'être capable de synthétiser, de rapporter, de contrôler les informations aux clients pour qu'ils puissent avoir des aides à la décision quand c'est nécessaire. Et tes typologies de clients aujourd'hui, c'est surtout de la PME. Tu sais, des gens qui n'ont pas d'informaticiens en interne surtout. On est toujours dans le 80-20. Donc 80% de nos clients ont moins de 50 collaborateurs ou moins de 80 collaborateurs.
Et en ayant moins de 80 collaborateurs, ils n'ont pas une ressource technique dédiée qui soit capable de faire à la fois la petite main, le dépannage, le bourrage, mais également l'architecture, la veille technologique et l'assistance aux dirigeants. Et puis 20% de nos clients. Et puis ça, ce sont des clients pour lesquels je suis très attaché à la notion de proximité. C'est pour ça qu'on a ouvert une agence à La Rochelle, le siège étant à Royan, Vaux-sur-Mer, qu'on a ouvert Limoges, parce qu'on s'est rendu compte que nos clients appréciaient l'idée qu'on ait des ressources techniques qui, même si on pouvait faire une grande majorité du travail à distance, que ces ressources, elles pouvaient se déplacer. Ne serait-ce que pour venir dire bonjour, s'assurer que notre documentation elle était à jour, qu'il n'y avait pas eu des choses qui nous avaient échappé, parce qu'à distance, on n'avait pas vu que Marie avait changé d'ordinateur. Des fois, si tu ne vas pas sur place... Si tu ne vas pas sur place, tu ne le vois pas. Tiens, c'est quoi cette machine? C'est ça, ce truc-là, là, elle arrive d'où? Qui c'est qui l'a branché? Donc, d'avoir des collaborateurs près de nos clients, ça avait du sens, à la fois pour nous, parce que du coup, on reste à jour, performant, mais ça a du sens aussi pour nos clients. Parce qu'ils ont le sentiment d'avoir quelqu'un qui peut, si jamais c'est nécessaire, intervenir et être près de chez eux rapidement. Mais ça représente 80% de nos clients. C'est le gros de notre activité. Et tu fais une activité, des prestations de copil, virtual DSI ou ce genre de choses alors, on l'utilise, cette stratégie, depuis très longtemps. Mais on a fait évoluer notre pratique. On a intégré 2 autres rendez-vous plus systématiques. Alors, on a toujours le rendez-vous business, qui peut être en fonction de la taille du client 1 fois par an. Oui, minimum, c'est le minimum. Puis des fois un peu plus vite, un peu plus. Puis surtout sur les embarquements. Les premiers temps, suite aux embarquements, avec des rythmes plus rapides. Mais c'est plutôt du copil avec les grosses structures. Donc ça fait plutôt partie des 20% au-delà. La revue annuelle, trimestrielle ou semestrielle de l'activité, de comment ça se passe, de ce qui va se passer. C'est vraiment dans le cadre de voilà ce qu'on a fait et puis vers où on veut aller et d'identifier quels sont un peu les enjeux du client, ses projets et comment est-ce qu'on va pouvoir l'accompagner. Donc ça, c'est l'équivalent de nos QBR ou de nos copils. Mais on a également transformé en routine 2 autres types de contacts avec nos clients, qui sont les visites de proactivité en définitive. Oui. Le fait de venir les voir. Donc on arrive avec un collaborateur qui s'est annoncé, il arrive avec sa checklist. En fonction du type de contrat qu'a le client chez nous, il arrive avec la checklist plus ou moins importante. Puis ça veut dire qu'il va pouvoir venir par exemple d'abord que pour la partie endpoint. Puis il refera un rendez-vous pour la partie utilisateur. Et puis il refera un rendez-vous pour la partie communication unifiée, où il va mélanger deux checklists en fonction du temps dont il dispose. Et puis il va à chaque fois identifier si il pourrait y avoir chez les utilisateurs de notre client des soucis qui ne seraient pas visibles. Oui, des fois des problèmes qui ne seraient pas remontés. Pas remontés, le ticket pas créé, le truc dit, ça fait, vous savez, tu vois le sujet. Tous les jours, je clique 3 fois, je ferme le truc, je relance et puis ça marche. Okay. Typiquement, le client qui t'appelle et qui te dit, ça fait 3 jours que je suis en panne, c'est insupportable. Et il est où le ticket? Comment on le sait? On n'est pas dans votre tête, cher client. Si vous ne nous l'avez pas dit, il y a des choses qu'on voit et puis il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc, en allant régulièrement sur place, ça permet de justifier également du 3e moment, qui est celui de la satisfaction client, quoi. La capacité à aller voir le client, pas pour lui demander ce qu'il veut faire demain, pas pour lui dire où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, mais juste, est-ce que vous êtes content de nous, quoi. Et qu'est-ce que vous aimeriez nous voir améliorer. Et c'est des questions simples, c'est des questions bêtes, ça se fait au moins 1 fois par an, on essaye de s'y tenir. Alors c'est un investissement d'un point de vue humain, mais depuis qu'on met en place ce type de mécanisme, dans nos campagnes d'évaluation de questionnaire de satisfaction, tu sais, fermeture de tickets, cas de questions, voilà, on a vu une très nette amélioration de nos résultats.
D'abord, déjà dans la réponse. Plus de réponses. Plus de réponses. Et une satisfaction qui, globalement, est en train de crever les planchers parce que bientôt, on n'a plus de marge d'amélioration, quoi. On est à 5 sur 5. C'est ça. C'est ça. Et que quand on en a un qui n'est pas à 5 sur 5, il y a quelqu'un qui est chargé de rappeler le client et il me dit qu'est-ce qu'on n'a pas fait, comment on peut là s'améliorer. Et là, la dernière fois, c'était un client qui nous dit mince, je pense que je me suis trompé, je pensais avoir mis 5 et. J'ai mal cliqué. C'est ça. Bon, ça va. Bon, c'est bon, allez, pas grave. Passe pour cette fois, hein, mais. Exactement. Donc, ces 3 moments-là dans la visite client, c'est pas que le VDSI, c'est 3 moments de vie qui sont est-ce que vous êtes content de nous et comment on peut s'améliorer? Si vous voulez voir quelque chose de mieux, c'est on s'assure que ce qu'on sait de vous, c'est toujours à jour parce que c'est comme ça qu'on est plus performant et qu'on lève un petit peu les loups. Et puis, c'est le 3e moment, dire où est-ce que vous allez demain? C'est quoi les stratégies de l'entreprise pour qu'on essaye de nous anticiper, de s'aligner sur vos enjeux? Oui. C'est vrai que c'est important parce que souvent, des fois, les gens ont un peu la fausse idée que quand tu fais du MSP, tu fais tout à distance, tu vas plus voir le client, etc. Alors qu'au contraire, tu gagnes du temps, va faire des choses chez le client, montre-toi, travaille la proactivité, la satisfaction. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire et qui vont le rendre super content et il sera content de te payer le prix qu'il te paye, quoi. C'est ça, c'est un peu ça le sujet. Et il y a des... Alors, avec les visios, ce qu'on a découvert en 2020 avec les confinements, c'est qu'on pouvait faire plus de choses en moins de temps et que quand on avait 4 ou 5 personnes devant l'écran, on pouvait voir toutes les expressions et toutes les mimiques et tout un tas de choses dans le cadre d'une visio en groupe. Et qu'il y avait plein de trucs qui, même dans le cadre de rendez-vous, quand on n'était pas seulement 1 pour 1, on pouvait identifier dans ces visios. Par contre, dans un rendez-vous en 1 pour 1, quand on est en face d'un client, en plus de ce que l'on voit, il y a autre chose qui passe. Alors, je ne sais pas si c'est les phéromones, mais il y a un truc en plus, et qui, quand on y va avec un bon état d'esprit, quand on y va pour faire de l'amélioration, quand on y va sans être... de mon point de vue, fermé sur les sujets, on en ressort toujours grandi de ce genre de moments. Oui, je pense que les relations vraies restent importantes. On est des humains. C'est ça, exactement. Est-ce que ça répond à ta question? Tout à fait, oui. Je suis assez aligné avec cette stratégie. Mais je crois bien. Je pense que c'est pas mal. On se rapproche gentiment de la fin. Est-ce que, je ne sais pas, tu as des... vers où tu vas, c'est quoi un peu tes projets ou la vision que tu as sur l'évolution de notre métier? Bon, on a parlé de sécurité. Mais... alors, bien malin qui serait capable de dire ce qu'on fera dans 5 ans. Moi, j'en suis pas capable en tout cas. Non, ça bouge tellement vite. Ça va trop vite. Par contre, le constat que je fais à la date d'aujourd'hui, c'est que d'une année sur l'autre... ce qu'avant, on mettait 5 ans à rendre obsolète, maintenant on le rend obsolète en 12 mois. Donc l'enjeu pour demain pour moi, pour mes activités, mes entreprises, c'est d'être toujours plus agile, de disposer du coup des outils qui nous permettent d'avoir cette agilité et d'être capable de trouver les collaborateurs qui, s'ils ne sont pas déjà formés, se forment chez nous. Dans une stratégie de trouver les gens, de formation en interne. Donc vers où j'irai demain, très sincèrement aujourd'hui, je pense que la sécurité, on va en avoir besoin encore longtemps, mais là aussi je pense que les sujets vont évoluer. La capacité que les grands groupes ont à s'approprier et à démocratiser ces sujets va remuer peut-être un petit peu les cartes. Mais ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est la proximité. Et donc, un expert ou un autre expert, celui qui est sur place, il aura toujours une valeur à pouvoir négocier et valoriser sa compétence et sa proximité. Oui. Je pense qu'on parle souvent du dernier kilomètre. Et, c'est ça. Je pense que c'est pas prêt de changer. C'est ça. Mais les barrières bougeront. Oui. Je pense que la sécurité, les outils, les solutions de sécurité
démocratise. Je trouve que les barrières à l'entrée sont en train de baisser, les coûts baissent aussi. Et je pense que ça va devenir beaucoup plus accessible. Plus à tout le accessible. monde. Ouais. Et j'ai le sentiment que c'est l'humain qui restera demain la pierre angulaire majeure de la capacité pour des structures comme la mienne de justifier de leur valeur auprès de leurs clients, dans la capacité que l'on a à connaître les gens pour lesquels on travaille. Pas ni la techno, ni les outils, peut-être même pas forcément l'expertise qu'on est capable de déployer, parce qu'il y a des gens qui feront sûrement ça mieux que nous, mais à minimum de connaître les gens pour lesquels on le fait, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils attendent et comment ils sont prêts à dépenser de l'argent pour satisfaire leurs besoins. Et ben, pour ce très beau mot de la fin, je te remercie. Avec Dominique. plaisir. Et merci pour ce moment. Et puis, Merci Thomas. je te dis à très bientôt. À très bientôt.